Bastogne, le 13 janvier 1945. Et ce froid qui n'en finit pas, bon Dieu. Tout est gelé, figé. On frôle les moins 20 degrés. Je resterai bien dans la chambre de Jeanne et son ami, mais les soldats blessés arrivent de la région du Bois-Jacques. L'un d'eux, un noir, a le bras ensanglanté et le pied gelé. Il me montre une bouteille de cognac, seul moyen qu'ils ont les pauvres pour se réchauffer. Un autre me demande de lire la lettre qu'il serre dans ses mains. En m'approchant, je sursaute. Ses yeux sont brûlés. Mon pauvre anglais scolaire trébuche sur les mots. Qu'importe, le sourire qui illumine son visage me fait croire que je suis efficace. Un autre me crie que les Canadiens et les Britanniques vont aider les GI à pousser les Allemands out. Le reste de la journée, je continue la collecte de nourriture. Les cuisiniers américains m'offrent des rations telles que 2 ou 3 voyages de poussette sont nécessaires. Je récupère des cigarettes que je distribue aux soldats allongés sur des pageots. Je m'essaie à la fumaille. Résultat, je tousse, je crache et la tête tourne. Et c'est non concluant. Cet après-midi, je croise dans les locaux un ancien de l'école normale, Guy, bastognard pure souche. Revenu d'exil, il vient offrir ses services. Il est engagé comme convoyeur pour le transport des réfugiés. Lors de mon expédition de cet après-midi, j'ai vu le clocher de l'église des pères franciscains soufflé par un obus. D'autres obus explosent aux alentours immédiats. À la fin de la pétarade, je cours jusque-là, mais un père me fait signe qu'il n'y a pas de blessés. Après une courte visite à Jeanne, je reviens dans la cave glacée d'Elisabeth. Je fais fondre de la neige et je chauffe mes mains contre les parois de la théière qui fume. Dehors, ça pète encore. Il y en a marre. Demain, je retrouve le petit Fernand et j'organise le voyage des retrouvailles avec ses parents. Ce 13 janvier 1945, le village d'Orto, à quelques kilomètres de La Roche, va voir débarquer ses libérateurs. Ceux-ci appartiennent à la 51e Highland Division, ce sont des Écossais. 2 jours auparavant, les Écossais libéraient La Roche. Ils ont progressé le long de l'Ourthe. Ça, c'était les Écossais de la 51e Highland Division, et plus précisément le 1er bataillon Black Watch. Et le 11 janviie, précédé des unités de reconnaissance du 2nd Derbyshire et appuyé par une unité blindée du 1st Northamptonshire Yeomanry, ils rentraient dans La Roche, dévastés parce que La Roche avait subi des bombardements vers le 27-28 décembre. Ils sont rentrés dans La Roche dévastée, où les Allemands étaient encore en position. Donc il y a eu des combats. Une fois La Roche libérée, ils ont également déblayé la rue principale, des débris, pour permettre aussi aux troupes suivantes de pouvoir progresser. Franz Jacquet se souvient des instants qui ont précédé l'arrivée des libérateurs. Lui et sa famille étaient alors réfugiés dans le petit hameau de Buisson, sur les hauteurs de La Roche. À un moment donné, est entré un officier qui a donné un ordre assez brusque. Les Allemands sont sortis. Et puis à ce moment-là, mitrailleuse, fusil, et même le canon du char a tiré. Pulvérisant la fenêtre, une fenêtre dans le genre de celle-ci derrière, il n'en restait plus. Et il faisait un froid. Et là, Madame Petit demande à un Allemand qui était là, monsieur, elle dit, vous voulez pas mettre une couverture, elle dit, pour les petits-enfants? Il s'est mis debout et il a mis la couverture pour nous protéger de la bise. Et puis, il y a eu trois escarmouches dans ce genre-là.
Mais la troisième fois, j'ai entendu le char qui se remettait en route. Et tous les Allemands ont sauté sur le char. On a entendu pivoter le char sur la rue. Et le char est parti. Après un solide bombardement de mortiers qui n'atteindra heureusement pas la maison où sont réfugiés les civils, ceux-ci voient débarquer les Écossais. Tous les regards étaient rivés sur cette couverture. On savait que c'était de là que le danger allait venir, et nos libérateurs aussi. Et à un moment donné, j'ai vu le coin de cette chose, le jour pointait, j'ai vu le coin de cette couverture se soulever, et en anglais, il dit « No Bosch here ». Alors mon père tout de suite lui a dit en anglais « Non », il dit « Ce sont tous des civils de La Roche ici ». Alors il est entré, avec une lampe de poche, il est entré dans la pièce, il a regardé. OK, il dit « Tout le monde reste là, ne bouge pas ». Et il dit à l'étage, on ne sait pas dire. Il était resté là, on va voir. Ils étaient deux, ils sont montés à deux. Puis tout le tour de la maison, regardez en dessous des lits, regardez dans les armoires, il n'y avait plus personne. Et puis alors on a attendu une demi-heure que le gros de la troupe soit arrivé. Et quand le gros de la troupe est arrivé, ben, c'était fini. Bon. La Roche, of course, was in ruins, completely in ruins. La Roche était bien sûr en ruine, complètement en ruine. Je pense que c'est une des choses les plus tristes que j'ai jamais vues. Quand on est arrivé dans La Roche, on a trouvé la ville complètement détruite. C'était vraiment terrible. And then, of course, there was the snipers that were firing at us. Et bien sûr, il y avait des snipers qui nous tiraient dessus. Il y avait les tirs de mortier et d'obus. Donc, quand on est entré dans la ville, on a dû prendre position afin de nous protéger contre le feu ennemi et de nettoyer progressivement les positions ennemies autour de la ville. On a attaqué l'artillerie qui était sur les hauteurs de l'autre côté de la rivière. Un peloton est allé là-haut et a neutralisé les batteries qui provoquaient d'énormes dégâts. Et bien sûr, plus au sud, les points d'observation pour l'artillerie étaient encore là. On a donc dû occuper la ville afin que les autres bataillons de la Highland Division puissent traverser. Bill Robertson et le bataillon de Gordon Highlanders arrivent un peu plus tard à La Roche, alors que des tirs d'obus continuent de secouer la ville. Les obus ont touché la route et un de nos camions, un camion de tête de la compagnie A. 4 hommes ont été tués, dont un jeune lieutenant canadien. Parce que, vous savez, à ce moment-là, la Highland Division avait perdu tant d'hommes, tant d'officiers, qu'on était renforcé avec de nouveaux officiers de l'armée canadienne. Nous sommes donc arrivés à La Roche et nous avons marché à travers la ville. Ralph James O'Good n'est pas entré à La Roche, mais il se souvient de la libération du village de Ronchampé. On a suivi le chemin qui conduisait à La Roche. Quelqu'un nous a tiré dessus et les deux compagnies, la B et la C, se sont couchées dans la neige. Après un certain temps, on a essayé de revenir en arrière et on a suivi nos empreintes. L'officier responsable n'avait pas lu sa carte correctement
On a donc dépassé l'objectif. On a suivi un petit chemin vers Ronchampe et à 2 heures du matin, on a nettoyé le village en grimpant sur les clôtures. Il y avait beaucoup de neige, très profonde. Il faisait très froid. On a seulement trouvé 10 Allemands endormis dans une cave. Ma section, composée de 8 hommes, a été positionnée dans une maison, une très vieille maison, où on est resté pendant 1 semaine et demie. Dès que le jour s'est levé, les Allemands qui étaient de l'autre côté ont commencé à fortement bombarder le village pendant plusieurs jours. Ce 13 décembre, les Écossais libèrent le village d'Orto. Alors qu'on entrait, les Allemands sortaient. Il y avait encore de la nourriture chaude, presque chaude. Et finalement, la nuit est tombée et on s'est mis dans une tranchée. Pas une tranchée qu'on a creusée, parce qu'on n'aurait pas pu creuser. Mais il y avait une tranchée là, et on y a passé la nuit dans un froid glacial. Je ne pourrais pas décrire à quel point il faisait froid. Au matin, à l'aube, on a regardé par-dessus nos épaules et on a vu un Panzer, ce qui n'était pas une chose agréable à voir à cette heure de la matinée, ni à n'importe quelle heure. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait là. J'ai alors envoyé quelqu'un en observation. Et à l'intérieur du Panzer, il y avait 10 hommes appartenant au Waffen-SS, complètement congelés. Ils avaient été touchés par une roquette, mais ils étaient intacts, dans leur uniforme, avec leur équipement. Ils étaient assis là, comme des statues. Une vision très spéciale qui m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Lives with me today. « 60 ans après les faits, Franz Jacquet se souvient particulièrement d'une anecdote à propos d'un jeune soldat écossais. Il y en avait quelques-uns qui parlaient très bien français, et il y en a un qui m'aborde et qui me parle en français. Et ça me semblait bizarre parce que ces gars avaient un béret avec un pompon rouge. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça pour... Et je lui demande. Ah, mais dit, c'est un régiment écossais. Mais il dit, moi je suis londonien, hein, dit-il. Mais je suis engagé dans ce régiment-là. Alors il dit, on a fait El Alamein, nous avons fait Tobruk, fait toute l'Afrique du Nord. Et innocemment, je dis, oh, bah, ça va faire joli par là. Et il me dit, voulez-vous voir des photos? Alors je dis, oui, je veux bien. Alors il dit, attendez. Et il sort. Il va sur la route, rejoint Sachnillette qui est un peu plus loin. Et à un moment donné, il y a une des dames qui était dans la maison qui crie à mon père, M. Jacquet, dites vite aux Anglais qu'un de leurs hommes est tombé sur la route. Parce qu'à tout moment, il y a des obus qui venaient cloter par-ci, par-là. Alors, mon père le dit à un officier, il dit, je crois qu'il y a un de vos hommes qui vient de tomber. L'officier donne quelques ordres au brancardier. Bon, et je suis accaparé par d'autres soldats anglais, je discute avec eux. Et puis à un moment donné, mon frère vient me chercher. Il y a un Anglais de tué. Ben, je dis, il paraît ça. Viens voir. Ils l'ont mis là au pignon de la maison. Et nous allons voir, effectivement, nous voyons une civière recouverte d'une couverture kaki. Et mon frère prend la couverture kaki et découvre le visage du garçon. Et je reconnais l'Anglais qui était parti pour aller chercher les photos pour me les montrer.
It was so cold that we thought we would die with the cold rather than the Germans. Il faisait tellement froid qu'on pensait qu'on allait mourir, plutôt à cause du froid que des Allemands. During the night, it was just so cold, it was 20 degrees. On était à l'extérieur, Below zero. sans protection pendant environ 3 jours et 3 nuits. Et durant la nuit, il faisait tellement froid. Il faisait 20 degrés en dessous de zéro et on était soumis à un gros stress. On était complètement gelés. Nos fusils étaient complètement gelés. On ne pouvait pas s'en servir. Les batteries d'artillerie étaient complètement gelées. That is the memory that lingers in our minds. Chaque année, les premières chutes de neige me rappellent les Ardennes. S'il fait froid en Écosse, je pense que c'était bien pire en Ardennes en 1944. J'ai eu un bonus de vie de 60 ans. Beaucoup de mes camarades ne l'ont pas eu. Ils ont perdu la vie. J'ai eu beaucoup de chance.